Nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et vous écoutez le 15e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de la photo de sport avec le photographe Franck Seguin. Nous allons vous expliquer en détail en quoi consiste ce métier qui fait tant rêver des photographes et nous allons vous donner de précieux conseils pratiques pour vous lancer sereinement dans cette discipline photographique qui ne laisse que très peu de place au hasard. Cette émission vous est présentée par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photo et vidéo d'occasion. C'est parti, 15e épisode, avant-dernier épisode de la deuxième saison de ce podcast Faut pas pousser les ISO. J'ai le plaisir d'être au studio avec tout le monde et notamment toi, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo qui co-anime avec moi cette émission depuis le début. Bonjour à toi, Benjamin, comment vas-tu ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. On va parler de choses qui, moi, me passionnent, à la fois le sport et la photo de sport, alors qu'on est en plein Roland-Garros, alors que l'Euro va arriver, alors que les JO vont bientôt commencer, ou pas d'ailleurs. On va essayer d'en savoir un peu plus en plongeant dans les coulisses de ces arènes sportives. Tu fais du sport un peu, toi, personnellement ? Ouais, je suis pas un athlète, mais je fais un peu de sport, ouais. Enfin, je cours, je fais du vélo, enfin, je suis un Parisien... lambda. Bon, évidemment, on n'est pas tout seul. On a le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros le grand photographe Franck Seguin. Alors Franck, tu es photographe, photojournaliste et tu occupes actuellement le poste de rédacteur en chef du département photo du groupe L'Équipe. Tu as commencé ta carrière de photographe de sport comme filmeur dans les stations de ski des Alpes. Tu as passé près de 17 ans à travailler en agence de presse. Tu as évidemment photographié le sport, mais aussi l'actualité, la politique et des sujets sociaux. Au cours de ta carrière, tu as couvert les plus grands événements sportifs de la planète et tu t'es spécialisé dans la réalisation de reportages sportifs en développant une passion particulière pour la discipline de l'apnée que tu pratiques et photographies, notamment aux côtés de Guillaume Néry. Tu as remporté un World Press Photo en 2007 et tes photographies ont été exposées dans de nombreux festivals et musées. J'ai essayé de résumer très rapidement ta carrière, Franck. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je vois que tu es très très bien renseigné. Déjà, je suis épaté et ravi d'être avec vous pour parler de photo de sport qui est ma passion, bien évidemment. On commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Olympus is back. La Rotuball de Jitzo passe en série 4 et Reporters sans frontières organise une grande tombola. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Olympus, enfin, OM Digital Solutions is back. Le constructeur nous propose une toute nouvelle optique en gamme M-Zuico Pro pour son système hybride micro 4 tiers. Il s'agit d'un zoom grand angle à ouverture constante. L'objectif offre une plage de focale allant du 8 au 25 mm, soit donc un équivalent 16-50 mm avec une ouverture maximale f4 constante. L'optique est composée de 16 lentilles réparties en 10 groupes. Elle offre une distance minimale de mise au point de 23 cm et exploite un diaphragme à 7 lamelles. L'objectif est protégé contre les intempéries. Il pèse environ 400 grammes et mesure moins de 9 cm de long. Son prix devrait avoisiner les 1000 €. Jitzo renouvelle sa Rotuball en série 4. Cette tête de trépied est conçue avant tout pour les utilisateurs de longs et lourds téléobjectifs. Elle permet de positionner son appareil dans n'importe quelle position d'un simple geste avec précision et fluidité. Elle peut supporter une charge jusqu'à 30 kg et est proposée avec un système de fixation de plateau à molette ou levier. Le Jitzo dispose d'un réglage de friction, d'une position pour réaliser des prises de vue panoramiques à 360 degrés et d'un niveau à bulle. Son poids est d'environ 900 grammes. La Rotuball Jitzo série 4 est proposée au prix de 499 € en version levier et 449 € en version molette.
Et enfin, pour terminer, Reporters sans frontières organise une grande tombola solidaire pour soutenir la liberté de la presse. 20 photographes, dont par exemple Nikos Aliagas, Yann Arthus Bertrand, Vincent Munier, Martine Parr, Reza, Jean-Marie Perrier ou encore Véronique de Viguerie, offrent un tirage signé de l'une de leurs œuvres. Les tickets de tombola sont proposés à partir de 5 € et vous avez jusqu'au 25 juin pour tenter votre chance et soutenir l'action de Reporters sans frontières. Toutes les infos sont à retrouver en ligne sur le site www.rsf.org. Olympus est toujours dans la place. Ah bah Olympus est toujours dans la place, c'est une belle optique là qui sort, c'est sympa. Le micro 4 tiers, on en a parlé la semaine dernière avec Lumix. Là on en reparle avec un zoom qui s'annonce dans la lignée un peu du 1200 f4 pour ceux qui ont des OMD, des PEN sans la stab, mais avec une belle construction a priori. Donc ouais, il se passe des choses chez Olympus, c'est bien. Toi Franck, t'as pas participé encore avec Reporters sans frontières aux albums qui font 101 photos pour la liberté de la presse? T'as le profil, hein? Eh bien, ça me fait plaisir ce que tu dis là. J'adorerais évidemment, mais je pense que je suis pas assez grand photographe pour pouvoir être dans cette genre de choses. On a lu ton palmarès, tu peux pas nous la faire celle-là. Mais il y a que des énormes signatures qui sont dans cette revue. Mais pour répondre à ta question, j'adorerais. Bon, le message est passé. On a vu que Gizzo sortait une nouvelle rotule ball. Bon, on voit les prix, c'est assez impressionnant finalement pour une tête de trépied proche de 500 €. C'est un accessoire indispensable en photo de sport, une rotule ball? C'est pas indispensable, mais à partir du moment où tu as du très bon matériel, c'est souvent très cher. Pour moi, ça fait partie des écueils qui sont à franchir quand on veut être un photographe de sport. Le matériel est souvent très très cher, mais on a besoin d'un matériel de qualité pour faire des photos de qualité, ça me paraît évident. Donc toi, ça te défrise pas de se dire on va investir 500 € dans une tête de trépied? Non, ça me défrise pas, t'as remarqué? Oui, c'est vrai. Mais je m'en suis rendu compte en le disant. Ça me défrise pas. Quand t'achètes des optiques à 12 000 €, 500 € pour mettre l'optique dessus, non, je trouve ça normal. Il vaut mieux que ce soit solide, performant. Quand tu parles d'optique à 12 000 €, tu parles peut-être du 200-400 et convertisseur intégré chez Canon notamment, là, le fameux... Tout à fait, c'est la base des objectifs à utiliser en photo de sport. Donc 200-400, 400, 500, 600. Voilà, c'est des objectifs qui sont à partir de 12 000 jusqu'à 14-15 000 €, oui. Alors je sais pas si vous savez, mais il y a plus fat, il y a plus gros, il y a encore plus fort. Pour les collectionneurs, les riches milliardaires ou les fous, tout simplement, sachez que le 9 octobre prochain, il y aura une incroyable vente aux enchères à Wetzlar en Allemagne et que sera proposée une version du Canon EF 1200 mm f5.6 série L qui est une optique absolument d'exception, qui a été produite dans une quantité infime d'exemplaires et qui, quand elle se vendait neuve, le prix dépassait les 100 000 $. Est-ce que tu l'as déjà testé cette optique, Franck? Non, pas du tout. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais eu en main. T'en as entendu parler quand même? J'en ai entendu parler, mais dans ce genre d'optique un peu monstrueuse, j'ai retrouvé dans les archives de l'équipe des photos où aux Jeux Olympiques en 68 à Tokyo, faut pas que je me trompe, ou 64. J'ai remarqué qu'il y avait des objectifs de ce calibre. Et donc déjà, Canon à l'époque sortait des objectifs monstrueux pour, depuis les tribunes des stades, photographier les... Il valait mieux avoir une rotule, alors ça devait être vraiment monstrueux. C'était assez monstrueux, ouais. J'en avais mis une à un moment sur Facebook. Et c'était à la fois monstrueux et beau. Et il y avait un tout petit appareil derrière, genre FTB, et c'était assez comique et cocasse. Mais je serais curieux de voir les photos qu'ils faisaient avec ça à l'époque. Alors toujours dans cette thématique des ventes aux enchères et des optiques délirantes, il y a la Leitz Camera Auction, donc la vente organisée par Leitz Camera qui est en ce moment qu'on peut suivre en ligne. Et là il y a un Zeiss Planar 50 mm f 07
NASA, qui a été conçu pour la mission Apollo de 1966, qui est en vente et qui est estimé entre 100 et 120 000 dollars. Alors pour le moment, j'ai regardé les enchères, elles sont aux alentours de 50, mais il reste encore quelques jours. Je pense que ça va s'envoler sur les dernières heures. Est-ce que c'est celle qu'a utilisé Kubrick pour le tournage de Barry Lyndon ? Exactement. Pour tourner la bougie, il avait emprunté des optiques à la NASA pour des scènes particulières de ce film qu'il faut absolument voir. Ok, parfait. On passe à la suite. C'est le moment de ta chronique, Benjamin, de ta story hebdomadaire. Cette semaine, tu évoques un livre pour enfants où il est question de photos naturalistes dans les pas d'un grand maître du genre. C'est la story de Benjamin. Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier. C'est le titre du dernier livre de la collection Les Nouveaux Explorateurs de la Nature aux éditions Plume de Carotte qui s'adresse aux jeunes lecteurs. Après 2 opus consacrés au plongeur Laurent Balesta et à la primatologue Amandine Renaud, ce livre de 128 pages retrace le parcours du photographe naturaliste depuis son enfance dans les Vosges et ses premiers affûts, technique qu'il privilégie encore aujourd'hui. En photo animalière, on a soit l'approche ou soit l'affût. L'approche, ça peut être payant, évidemment, mais avec beaucoup plus de risque de déranger l'animal. Alors que l'affût, s'il est bien préparé, si tu sais que le bon moment pour y aller, quand les conditions sont bonnes, la lumière, le vent, surtout pour pas déranger si ce sont des mammifères qu'on essaie de photographier ou d'observer, et ben l'affût, ça reste ce qui gêne le moins. C'est vraiment, tu te fais arbre, tu te fais écorce, feuillage, et c'est fabuleux, ça, parce qu'on les construit, que ce soit dans les arbres, que ce soit au ras de l'eau, que ce soit un peu partout sous terre. Donc on a des techniques qui sont multiples, et ça nous laisse une âme de gamin. On continue à faire des cabanes en quelque sorte. L'auteur Cindy Chapelle, par sa plume, et l'illustrateur Marc Nguessan, avec ses crayons, nous font revivre les temps forts de la vie de Vincent Munier, dont sa toute première photo animalière, véritable déclic pour lui, un chevreuil pris à l'âge de 12 ans avec un nouveau flex à 400 mm au cœur de la forêt de Chamagne, dans la plaine des Vosges. Avant, j'allais quand même observer des animaux avec mon père, avec juste une paire de jumelles. J'ai des souvenirs. Quand j'avais 8-10 ans, on a baigné, mon frère, ma sœur et moi, dans cet univers de la découverte de la nature et de cette beauté qui est autour de chez nous. Mais j'étais pas féru. Et j'avoue que c'est de pouvoir figer, déjà de la technique de l'affût, d'être caché, d'avoir un animal si proche, et puis d'avoir un peu cet outil magique qu'est l'appareil photo qui te permet de figer ce mirage juste hallucinant, parce que tu sais même plus si c'est un rêve ou une réalité, et tu ne sais plus. Et là, ça te permet de le figer, de dire, ah ben non, mais c'était vrai, de le partager, il y a un enthousiasme incroyable. Donc, oui, je m'en souviens, je sais exactement dans quelle petite allée forestière c'est, dans quelle forêt, j'y retourne de temps en temps. La forêt a bien évolué, mais c'est un moment qui était précieux, évidemment. Les photographes en herbe apprendront aussi, en parcourant ces pages, qu'avant l'appareil photo, un autre outil est indispensable pour réussir ces images. Quand je vois certains photographes naturalistes qui pratiquent cette activité sans jumelles, je me dis, mais comment font-ils, quoi? Parce que je trouve qu'avant vraiment de photographier, je crois que il est vraiment important de savourer avec les yeux sans avoir un appareil photo qui vient faire une barrière entre toi et ce que tu observes et ton sujet. Et pour que ça te remplisse ton âme, ton intérieur, c'est vraiment primordial. Et les jumelles, c'est une continuité de nos yeux, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc ça, c'est vrai, un outil pour moi indispensable pour la photo animalière. Le secret, c'est la connaissance. Et ça vient par les livres, évidemment, mais surtout le terrain à observer avant vraiment de tenter de photographier. Ça nous évite de faire plein d'erreurs, de déranger l'animal. Et ça nous évite, et puis ça nous aide à être plus efficace, surtout aussi. Donc ouais, les jumelles, primordiales avant d'acheter un boîtier. Tout au long du récit, Vincent Munier est mis en scène, en dessin, en photo, en train de bivouaquer, de construire un affût, d'arpenter le Grand Nord ou les hauts plateaux tibétains. Timide et réservé, le photographe accepte désormais plus volontiers de montrer les coulisses de son travail. Il est certain que j'ai toujours eu des difficultés, encore maintenant, parce que je trouve que c'est un peu le paradoxe où on essaye de s'effacer, d'être assez. Moi, j'ai toujours été quand même un peu réservé, un peu timide, même si avec le temps et les années, c'est un exercice auquel je me confronte quand même, d'essayer de promouvoir mon travail ou de montrer les coulisses.
C'est un métier qui fait rêver les enfants, photographe animalier. C'est vrai, de montrer les coulisses, voir comment on fait. Je sais que ça plaît, donc j'accepte de temps en temps. Mais c'est pas avec un peu de difficulté. Je reste quand même le photographe un peu ermite, là de plus en plus dans les Vosges, où je refuse beaucoup de choses, beaucoup de mise en avant. Déjà auteur de films documentaires pour France Télévisions, il apparaîtra en fin d'année sur grand écran, aux côtés de l'écrivain Sylvain Tesson, auteur du livre La Panthère des Neiges, qui revient sur leur périple au Tibet, sur les traces du félin. On termine un film sur La Panthère des Neiges, où j'ai quand même souhaité... Pour me filmer, j'ai trouvé donc une réalisatrice, c'est Marie, qui est venue avec nous et pour me filmer parce qu'il y avait un échange avec Sylvain Tesson, l'écrivain. Et j'avais vraiment envie que cet échange soit filmé, non pas pour montrer un peu les secrets de comment on fait, mais pour avoir cette réflexion. C'est peut-être là où on a un petit rôle de transmission, en tout cas. Notre point de vue sur la place de l'homme par rapport aux autres êtres vivants, sur cette quête, sur ces affûts. C'est pas indispensable, à mon avis. Parfois, c'est même un peu trop. Réseaux sociaux, moi, j'y vais vraiment, j'y vais jamais, finalement. J'ai beaucoup de mal avec le fait de montrer l'immédiateté. Dès qu'on a une belle photo, la partager pour récolter des likes. Ça peut être un moteur, mais j'y adhère pas. Et j'essaye de trouver un bon équilibre là-dedans. J'ai vraiment besoin de faire mon métier premier, qui est d'être dehors, seul la plupart du temps et sans me mettre en scène. Ouais. La pandémie a-t-elle changé quelque chose dans son approche du voyage lointain ? Pas vraiment, nous confie Vincent, qui avait déjà levé le pied et qui prend au moins autant de plaisir dans les contrées sauvages de l'Hexagone. Je savais après le Tibet, donc c'était bien avant la pandémie, que je voulais presque arrêter ou cesser mes voyages. Chaque année, chaque période de l'année, j'ai des choses à photographier autour de chez moi. Je voulais pas partir. Et une fois que j'étais, ça y est, au fin fond des montagnes du Tibet ou ailleurs, ça allait mieux. Mais j'ai toujours eu ce tiraillement. Donc moi, le fait de rester dans les Vosges, ça fait un moment que j'y pense. Et j'avais énormément réduit les voyages depuis quelques années. Donc non, c'est pas un gros changement. C'était assez rigolo de voir que les gens ont découvert des choses accessibles près de chez nous, que ce soit des petits oiseaux, toute la faune assez ordinaire qui est devenue un peu plus extraordinaire. C'est un peu ça, et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pour quel âge ce bouquin ? Alors, l'éditeur le conseille pour des enfants dès l'âge de 8 ans. Moi, je pense qu'il vaut mieux le lire, en fait, à des enfants, tout simplement. En fait, c'est une espèce de biographie de Vincent Munier. Donc, on retrace tout son parcours depuis son adolescence, tous ses grands reportages, etc. Mais les images qu'il a faites, de dessins, c'est vachement sympa. On apprend plein de choses sur l'environnement, sur le métier de photographe. Et la part de rêve, elle est là, quoi, parce que c'est quand même un des plus grands photographes français actuels. Pour le coup, lui, il a eu déjà son album RSF, et c'est vraiment un mec assez fascinant. Tu fais, toi, de la photo animalière un petit peu, Franck, ou c'est un domaine qui te parle ? Non, pas du tout. Même quand je fais des photos d'apnée, tu vois les poissons passer. Les poissons m'intéressent pas trop, mais sauf s'il y a un apnéiste au milieu. Mais sur le travail de Vincent Munier, j'adore son travail, et quand je l'écoute parler, je trouve qu'en photo de sport, on a beaucoup de points communs. En tout cas, moi, je trouve avoir beaucoup de points communs avec ce qu'il dit. Et j'ai d'ailleurs lu le bouquin de Tesson que j'ai trouvé très intéressant. Moi, je suis impatient de voir le film, du coup. Mais par contre, je le rejoins sur plein de points, les réseaux sociaux, le fait d'être concentré sur sa photographie avant d'être concentré sur une éventuelle de célébrité, quoi, entre guillemets. Passionnant, ça a l'air très bien tout ça, hein, vraiment affaire à suivre du coup, le film avant pour la fin de l'année. On essaiera d'en reparler avec Monsieur Tesson et Monsieur Munier en fin d'année. Merci beaucoup Benjamin pour cette très belle histoire une fois de plus. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission sur la photo de sport et le métier de photographe de sport. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO ? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine ? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré.
Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Franck Seguin, photographe et l'actuel directeur du département photo de l'équipe pour parler photo de sport, évidemment. Alors, tu parlais de similitudes entre la photo de sport et la photo animalière. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je trouve magique, moi, avec la photo de sport, un peu à l'instar de la photo animalière, c'est que c'est une photographie qui touche tout le monde, finalement, que l'on soit passionné de photo ou non, et que l'on soit passionné de sport ou non. En guise de préambule de cette grande discussion, on vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Deydier, ton prédécesseur à la direction du département photo de l'équipe, qui a occupé ce poste pendant plus de 18 ans. On lui a demandé ce que c'était pour lui une bonne photo de sport. On l'écoute. Personnellement, ayant travaillé pratiquement tout le temps dans la presse, j'ai une vision très, très instantanée de la belle photo de sport. C'est quoi? C'est la photo qui symbolise l'instant, le moment fort de l'événement que l'on suit, qui va donner à nos lecteurs la joie de revivre ce qu'ils ont vu. Et c'est un peu ça qui nous entraîne à toujours avoir la joie, le but, l'action déterminante, la faute, des fois même la photo qui n'existe pas, que personne n'a vraiment, c'est la photo par exemple de Zidane en 2006. Mais voilà, ça a été la photo de l'événement. Belle ou importante, voilà j'allais dire le dilemme, notre dilemme. C'est donc le moment fort. Je pense qu'une belle photo, elle doit aussi essayer de mêler l'esthétisme à l'information. Et c'est là où on voit le talent du photographe, en fait. Un bon photographe qui a de l'expérience, qui commence à avoir un œil, essaye de repérer, essaye de se donner la chance d'être au bon endroit. Donc, c'est une belle photo de sport, vous voyez, ça mêle beaucoup, beaucoup de choses. C'est une alchimie, en fait. C'est une alchimie entre un œil, une technique, et voilà, l'événement, la photo, l'action qui se passe en face, quoi. Après, des belles photos de sport qui m'ont marqué, que j'ai fait paraître, il y a je pense que les photos de victoire sont très très jolies. La photo de Barthez qui en finale contre le Brésil en finale 98, la fameuse photo où il est face à Ronaldo, il est en l'air face à Ronaldo, et on a Thuram qui court à côté, on voit juste l'œil de Thuram qui regarde un quai. Je la vois encore, cette image. Elle a pas fait la une puisque c'était la finale, mais elle a fait l'intérieur. Elle a été vraiment superbe, et il y avait toute l'intensité du match et toute l'intensité qu'on avait, parce que c'était la première fois que la France était en finale et qu'on faisait un journal avec ces événements-là. Ouais, il y a le but de Boli en 93. But de Boli en 93 pour la finale, qui donne la victoire à Marseille. Ça aussi, le photographe, c'était un vieux photographe qui avait 30 ans d'expérience et qui ne disait jamais s'il avait ou pas la photo, qui disait toujours on regardera au labo. Et là, ce jour-là, il m'appelle, il dit arrête tout, je l'ai. Et pour qu'il me dise ça veut dire qu'il était sûr de lui. Et puis je pense que la dernière, c'est la victoire de Pérec à Barcelone. Et là, c'était la photo de Pérec qui coupait la ligne devant tout le monde, quoi. Ça, c'était aussi un grand, grand souvenir. Alors, c'est pas des grands, c'est des photos de moments importants. Pour en revenir au début, c'est tout à fait ça. Une belle photo de sport, c'est aussi ça. Même si esthétiquement, c'était peut-être pas la plus belle, mais alors, c'est le moment important, et je pense que c'est celle-là que tout le monde retient de Pérec. Tu abondes, Franck ? Bien évidemment. Je vais pas aller à l'encontre de ce que dit le patron, le boss, celui qui m'a engagé au journal. Son analyse, voilà, il a tout résumé, oui. Une belle photo. Il y a la belle photo d'actu, l'information sur les grands événements, et après il y a la belle photo tout court qui peut se faire sur un match de 3e division, un match de national, voilà, là on trouve une photo esthétique, équilibrée, qui réunit tout, une lumière, une action, une émotion. C'est deux photographies différentes,
Mais pour le journal L'équipe, la photo importante, ça va être la photo d'actu. Et une photo de victoire ou de défaite ou de blessure, ça devient une très belle photo parce que ça va devenir une photo emblématique du moment et qui sera à la une du journal. Et c'est pour ça que on la qualifie de belles photos. Souvent, elles le sont. Après, de fait, elles deviennent célèbres. Et puis, ce qui donc n'a rien à voir avec une photo esthétiquement belle dans le cadrage, la lumière, etc., qui peut se faire n'importe où à tout moment. Oui, d'ailleurs, on aurait pu rajouter qu'est-ce qu'une belle photo de sport en presse, parce que finalement tout ce qu'il raconte, et c'est passionnant, mais c'est appliqué à la presse, et quand même les temps ont vachement changé aussi, parce que là il parle peut-être d'un temps où l'équipe était surtout imprimée, aujourd'hui c'est en ligne, c'est voilà, donc finalement l'anecdote où il raconte ce photo de la tête de Boly où le gars dit j'ai la photo. C'est du film. C'est du film. Donc toi aujourd'hui, on verra au labo, les gars. J'ai la photo pour la une du site pour les 5 prochaines minutes, mais il faut que je continue à mouliner quoi. Ouais, les temps ont changé, bien sûr. On parle de 93, on est en 2021. Maintenant, sur les bords du terrain ou des bords des bassins ou au Paris-Dakar en plein désert, on doit envoyer des photos presque en temps réel. Donc, l'enjeu important maintenant, c'est la transmission de la photo. Donc une bonne photo, c'est une photo transmise rapidement. Et voilà, non mais c'est une nuance qui est super importante aussi parce que ça change pas mal de choses sur le cadrage, sur la composition, voilà. Et ça n'empêche pas de faire des belles photos, mais disons que bon. Non, mais c'est là où le photographe de l'équipe réunit toutes ses qualités, c'est qu'il est à la fois très bon et qu'il envoie sa photo dans la seconde. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de débutants au journal L'équipe, on n'a que des gens expérimentés. Déjà pour les coups de reportage maintenant, quand on va très loin, il faut obligatoirement des résultats. On peut pas envoyer quelqu'un à l'autre bout du monde et qu'il se rate sur le but ou la blessure importante qui va faire l'événement du match. Il faut qu'on ait cette photo et qu'il la transmette rapidement. Ou le smash gagnant, ce moment Roland Garros. Le smash gagnant, la blessure, l'abandon, voilà, la chute. C'est très très important évidemment, c'est dans la minute sur le site. Alors du coup la transition est toute trouvée, on attaque là la grande saison des gros événements sportifs, 2021 va être très intense, donc Roland Garros se termine dans quelques jours, après comme l'a dit Benjamin, va y avoir l'Euro, le Tour de France évidemment, et surtout les Jeux Olympiques. Franck, est-ce que tu peux nous raconter un peu quel genre de dispositif le magazine L'équipe met en place pour couvrir ce type d'événements internationaux? Alors le magazine, non, c'est le groupe L'équipe en fait. Parce que le groupe L'équipe, il y a le quotidien, 4 magazines, L'Équipe Mag qui paraît le samedi, France Football, Vélo Magazine, il y a le .fr, il y a même la télé. Donc toutes nos photos, évidemment, sont distribuées sur tous ces supports. Donc il n'y a pas de tactique pour tel ou tel magazine ou support. On travaille avant tout pour le vaisseau amiral qui est le journal et le .fr. Les photographes, ils ont, après quelques missions particulières, si le magazine fait un focus sur un joueur ou un événement, et là on appuie un peu plus sur le bouton pour envoyer plus de matière pour tel ou tel magazine. Si c'est du foot, s'il faut plus de choses sur Mbappé, etc. Mais même au cours d'un match, chaque photographe sait très bien que Mbappé, il faut appuyer tout le temps. Il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Et donc voilà. Comment ça se passe? Pour chaque événement, il y a un certain nombre de photographes qui sont désignés, que je désigne, et ils vont sur l'événement. Évidemment, un photographe peut pas enchaîner tous les événements, et des photographes ont des spécialités. Bien que tout le monde sache tout faire, il y en a qui connaissent mieux le milieu du cyclisme ou du tennis ou de la F1, etc. Et donc on envoie les photographes les plus habitués sur chaque événement ou pour chaque sport pratiqué au cours de cet événement, et on leur fait un planning en fonction de tout ça.
Mais alors comment vous gérez, vous autres photographes professionnels d'événements sportifs, les restrictions sanitaires à votre niveau? Et comment ça se passe? Par exemple, ce soir, au moment où on enregistre l'émission, il y a un match qui va opposer la France à la Bulgarie. Est-ce qu'il y a un nombre plus restreint du coup de photographes? Et est-ce que le fait de suivre, comme tu le disais, Mbappé tout le long du match, ça va pas pouvoir être possible parce qu'il y aura moins de personnes autour du stade? Comment vous vivez tout ça? Ben, on le vit mal, comme vous tous, mais en sport, depuis la pandémie, tout se fait à huis clos. L'accès à l'information est restreint, donc du coup l'accès au terrain est restreint. Là où on pouvait envoyer un match sur l'équipe de France, 4 à 5 photographes au Stade de France. C'est beaucoup. Oui, on en mettait un à chaque coin et un en tribune. Sans compter les dispositifs derrière les buts et tout. Voilà, plus des boîtiers télécommandés derrière les buts. Là, on a le droit, je crois, ce soir à 2 photographes. Mais sur les matchs de l'équipe de France au cours de l'Euro, on n'aura le droit qu'à 1 photographe. Seuls 10 photographes français sont accrédités pour l'Euro. Donc, c'est très compliqué. Il faut être très bon parce qu'on a 2 fois plus de responsabilités. Alors, on va suivre à la fois Mbappé, mais Benzema qui est au cœur de l'actualité, et d'autres. Il faudra pas oublier de faire le banc avec Giroud, Deschamps, les attitudes, les blessures. Mais à huis clos, du coup, on se concentre plus sur le public. Par contre, des fois, tu es tenté de retourner un peu l'objectif, d'aller voir ce qui se passe en tribune. Il y a des photos aussi, tu parlais d'émotion, de belles photos. Il y a parfois de l'émotion qui peut surgir hors terrain. Hors terrain, oui, mais ça, on le fait avant le match, surtout. Avant match, on va aller essayer de capter des gens qui sont grimés, supporters d'équipe de France ou de l'équipe adverse. On va essayer de choper des ambiances comme ça. Aussi, on fait pour le journal équipe, en ces temps un peu délicats, tout ce qui est sécurité. Donc, on fait aussi l'avant-match à l'extérieur. Je peux totalement désigner un photographe pour ne faire que ça. Parce qu'on estime qu'il y a peut-être un sujet d'attentat qui pourrait apparaître ou des menaces terroristes, etc. Et donc, en fonction de cette actualité, je peux désigner un photographe pour ne faire que cet aspect-là en dehors du stade ou même en ville, si jamais il devait y avoir un écran géant ou autre. Et après, on désigne chaque photographe sur le terrain aura une mission, s'ils sont plusieurs. S'il est tout seul, il aura à charge de tout faire. Et c'est là où c'est important d'avoir un photographe d'expérience. Alors Franck, du coup, si on essaye de se sortir un peu de la tête le contexte sanitaire et qu'on revient à l'époque avant Covid, sur un événement stratosphérique de sport comme par exemple une finale de Coupe du Monde de foot, j'imagine qu'il y a énormément de photographes accrédités et que toutes les places ne se valent pas. Est-ce qu'il faut jouer des coudes pour avoir les meilleurs spots ou comment ça se passe ? Alors ça, c'était vrai avant. On jouait des coudes et pas que. Des coups de boule aussi ? C'est arrivé parfois. Mais si tu veux, une journée de finale sur une Coupe du Monde de foot, c'est tellement important. Alors, s'il y a la France en finale, je te raconte pas. Il faut être 10 heures avant le coup d'envoi au stade. On fait la queue. Avant, le premier arrivé, il allait prendre la place qu'il voulait. Il y a un bémol à ça. Les grosses agences filaires comme AP, AFP, Reuters ou des agences partenaires de l'événement pouvaient aller avant et ils avaient des places qui étaient préférentielles et qu'on ne pouvait pas prendre. Mais toutes les autres, avant, en jouant un peu des coudes, en étant un peu malin, on pouvait s'asseoir où on voulait. Maintenant, c'est terminé. Vous avez un numéro, vous êtes par groupe et chaque groupe a un certain nombre de photographes avec un numéro et vous allez à un endroit où vous avez une chaise avec votre numéro et une prise pour vous plugger. Et donc, la création d'une image artistique avec la belle lumière vue d'en haut ou d'un côté ou d'autre, ça devient c'est limité, terminé. Là. C'est terminé. T'arrives à prendre du plaisir quand même là-dedans ? Ouais, parce que le plaisir, il n'est pas juste de faire une photo esthétique. Est-ce qu'elle va perdurer ou pas ? Des photos esthétiques, finalement, on en a plein des tiroirs. Puis on fait ce métier de photojournaliste à l'équipe pour vivre ce genre d'événement, pour faire les photos
photos de l'événement. Après, il va toujours en sortir une belle image de victoire, etc. Et moi, j'aime beaucoup aussi dans la pratique de la photo, la part du hasard, la part de chance, parce qu'on peut être très très mal placé au départ et finalement être très bien placé pour faire la bonne photo. Parce que il n'est pas écrit qu'il va aller à droite ou à gauche. Alors on sait que en football, par exemple, tu iras plutôt vers le banc des entraîneurs. Mais il arrive parfois que ça se passe de l'autre côté. Et si tu es du côté que les autres n'ont pas choisi, eh ben c'est banco. Donc voilà, il y a aussi cette part-là. Mais donc maintenant, jouer des coudes, non. Mais la nouvelle pression, c'est la transmission des photos. C'est ça le challenge, c'est d'avoir des belles photos qu'on transmet immédiatement. Parce que les gens sont très friands d'actualité immédiate. Donc l'analyse pour eux ça viendra après. Donc le vrai challenge c'est d'envoyer la bonne photo, la blessure, le gars qui s'écroule, le but dans la foulée de l'action. De l'action. Ouais. Alors les constructeurs d'appareils photo, ils proposent aussi des dispositifs importants pour soutenir les photographes professionnels sur les événements sportifs. Alors on s'est entretenu avec Roch Lorente, le responsable des ventes de Canon. Il nous a expliqué un peu ce que la marque est capable de mettre en place sur des grandes compétitions sportives. On l'écoute. C'est un enjeu totalement stratégique pour Canon d'être présent sur tous les événements nationaux et internationaux de sport. L'idée de Canon, c'est tout d'abord de croiser les photographes, de les rencontrer, et c'est un moment privilégié pour ça. Et au travers de ces rencontres, c'est surtout de créer un certain nombre de supports. Alors on voit bien entendu tous les photographes qui viennent chercher le téléobjectif qu'ils n'avaient pas ou chercher un boîtier de près parce qu'ils ont une panne, etc., etc. Tout ça est vrai, mais on assure aussi souvent la maintenance de leur matériel existant, c'est-à-dire qu'on profite de ces rencontres pour nettoyer, pour réviser parfois, pour changer des petites pièces, des petites réparations de leur boîtier pendant qu'on leur prête d'autres boîtiers et qu'ils peuvent travailler avec d'autres boîtiers. Donc c'est un moment qui est très privilégié pour eux parce qu'ils échangent également sur le plan technique en demandant des renseignements sur des choses qu'ils n'auraient pas perçues dans leur menu, dans leurs expériences, et ils peuvent directement dialoguer avec le service pro pour partager des expériences positives ou négatives et éventuellement amener des corrections à leur façon de travailler. C'est aussi un point qui est très important. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il faut une carte professionnelle qui s'appelle la carte CPS, Canon Professional Service, qui a son équivalent d'ailleurs dans d'autres marques. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important quand on est photographe indépendant, mais c'est également très très sécurisant pour les agences. Je pense aux grandes agences présentes sur les événements, que ce soit l'AFP, que ce soit Reuters, que ce soit des grands journaux comme le journal L'Équipe, par exemple, de trouver un point de chute quand on est très loin de ses bases, d'arriver à Tokyo, par exemple, aux Jeux Olympiques, et d'avoir un point de chute avec la marque et de savoir qu'on va avoir une espèce de parachute quelque part s'il y a des problèmes techniques ou alors des manquements dans le matériel qu'on a emporté pour l'événement. À ce moment-là, on est absolument ravis de trouver le CPS Canon pour répondre à ses besoins. Ça se traduit comment, ça, concrètement sur le terrain? Toi, ça t'est arrivé d'avoir un boîtier qui lâche, une optique défaillante et de devoir recourir en urgence au service pro sur un gros événement? Moi, j'ai un matériel qui tombe pas en panne, donc c'est matériel Canon. Donc je vais. Donc en fait, tout le travail de Canon ne sert à rien. Mais ce qu'il dit est totalement vrai, c'est que donc sur les gros événements, Canon et autres, ils ont des bureaux et il y a souvent un représentant français pour la France. Et c'est vraiment important ça parce que on peut avoir besoin d'une optique qu'on n'aura pas emmenée, un 600 mm par exemple. On peut avoir un souci de carte qui s'est coincée ou des choses comme ça. Et c'est très rassurant de savoir qu'ils sont là et qu'ils peuvent nous aider à tout moment. Et c'est aussi l'occasion de tailler une petite bavette avec quelqu'un de professionnel qui pourra vous donner un petit truc, une petite astuce pour aller plus vite dans vos menus et que vous n'aviez pas saisi, vous aviez oublié comment ça marchait. Les appareils, c'est quand même maintenant des vrais ordinateurs. Vous testez aussi des appareils qui sont parfois pas encore sortis sur le marché. Tu penses à quoi, tiens, typiquement là en ce moment, il y a peut-être des trucs qui se passent et il peut potentiellement y avoir des soucis aussi sur des produits non finis.
Alors ça ne m'est pas arrivé. Et d'essayer un matériel pas encore sorti, où je serais pas habitué à le manipuler, je connaîtrais pas ses menus, etc. Je serais inquiet sur l'événement. J'ai besoin de connaître parfaitement mon matériel pour des gros événements. J'ai pas envie de devoir me poser la question qui me fera perdre la seconde ou le moment d'inattention qui va me faire perdre la bonne photo. Donc, essayer du matos, oui, mais à ce moment-là, sur une épreuve où il y aura assez peu d'importance. Mais pour être tout à fait franc avec toi, ça m'est jamais arrivé. Alors dans quelques semaines, normalement, se dérouleront les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient prévus initialement l'été dernier. Alors au programme, ce sont pas moins de 339 épreuves et plus de 11 000 athlètes qui viennent du monde entier. Le Japon fait face actuellement à une 4e vague de contamination à la Covid-19 et finalement, d'après ce que l'on comprend, le sort des Jeux est encore un tout petit peu incertain. On s'est entretenu avec Olivier Morin, photojournaliste et rédacteur en chef photo de l'AFP. Il nous explique comment l'agence s'organise dans ce contexte si particulier. On l'écoute. Donc la question des Jeux Olympiques est quelque chose qui nous préoccupe cette année plus que d'habitude pour les raisons qu'on a évoquées, donc la pandémie qui nous préoccupe depuis 1 an maintenant. Pour nous, agence internationale, ça va pas changer forcément grand-chose sur un plan effectif, dans la mesure où les restrictions qui seront imposées par les autorités japonaises vont impacter surtout les médias qui ne sont pas des agences. L'effectif sur place sera, nous, d'environ 60 de photographes, peut-être 70 en temps normal, plus des éditeurs photos sur place également. Et en fait, notre mission cette année, elle sera un peu inédite dans la mesure où on couvre évidemment chaque discipline de chaque sport sur les Jeux Olympiques en temps normal, mais celle-ci, là, on le fera d'autant plus pour encore beaucoup plus de clients, puisque, comme je le disais il y a un instant, il y aura beaucoup moins de médias sur place. Donc, l'enjeu pour l'AFP est de fournir 100% de ses clients pendant la durée des Jeux Olympiques. Les allées et venues seront extrêmement limitées pour les accrédités. Donc de leur lieu de résidence à leur lieu de prise de vue, et que ça sera traqué tous les jours. Il faudra déjà 2 tests PCR dans les 96 heures avant d'arriver sur place à Tokyo. On sera testé à l'arrivée et également testé quasiment tous les jours, a priori, si on en reste là, avec un tracker sur une app qui renseignera déjà les autorités sur notre emplacement, de savoir qu'on ne dépasse pas l'enceinte de ce qui nous est réservé, en tout cas en fonction de ce qu'on couvre. Mais pour l'instant, c'est encore assez bancal, parce qu'on est encore à grosso modo 2 mois et que les choses peuvent encore changer. On se doit de tout prévoir, parce que de toute façon, même la partie matérielle elle-même pour l'édition, donc tous les ordinateurs et tout ça est déjà parti, ça fait 3 semaines, 1 mois. Les billets d'avion sont pris pour tous les journalistes et encore plus pour les photographes. Moi personnellement, j'ai du mal à croire que à 2 mois des Jeux Olympiques, ou en tout cas de la date annoncée, j'ai du mal à croire que ça n'ait pas lieu. Au sein de l'équipe, dans quel état d'esprit vous abordez les JO ? C'est la grosse compétition. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'année faste quand même. Roland-Garros, Tour de France. Oui, parce qu'on rappelle JO, que ça devait avoir lieu l'année dernière quand même, les JO. Voilà, c'est les JO de 2020 qui rebasculent en 2021, donc, comme l'Euro d'ailleurs. Comme l'Euro, tout à fait. Donc pour nous, c'est une année très faste. Les JO, la compétition, pour moi, Rennes, la plus importante, avec peut-être une Coupe du Monde de foot. Ça veut dire quoi pour l'audience de l'équipe, ou tu veux dire en termes de photos, de sensations ? Ouais, au niveau, ce sera à huis clos. L'événement, c'est pour tout photographe et pour même le journal. Les 2 événements, il y en a 3, mais bon, il y a le Tour de France, mais les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Bon, ça c'est le foot, c'est quand même ce qui remplit la plupart de nos pages du quotidien. Donc, tu peux pas nier que c'est 60% de notre activité. Même parfois 70% pour certains photographes. Mais les Jeux Olympiques, c'est the rendez-vous. Donc, j'entendais Olivier, qui est un ami, 60 photographes, ça fait rêver quand même. Mais, vous serez combien, vous ?
Nous, c'est 5. 5. Ouais. Donc il va falloir faire des choix. Il va falloir être très bon. Ah ben oui, nous c'est... Alors d'habitude, c'est la cavalcade, on va d'un truc à un autre, on essaie de rien rater, mais là, comme il l'a très bien expliqué, on sera un peu parqué dans notre hôtel où on prendra à la fois nos repas et la navette qui nous amènera au stade et nous ramènera avec des contrôles sanitaires très stricts, interdiction d'approcher un Japonais à moins de 2 mètres, etc., etc. Donc ça va être des jeux un peu tronqués, mais en même temps exceptionnels. C'est ça. Là, les à côté vont être importants. Moi, je trouve que ça fera une expérience magnifique, finalement. Donc on n'aura pas la chaleur du public, le sens de la fête qu'on a pu trouver dans les JO précédents. Mais moi, j'ai toujours aimé les exceptions. Et si ce sont des Jeux Olympiques exceptionnels, eh ben, je suis super content d'y être. Ça fera des photos exceptionnelles. Ça fera des photos exceptionnelles et ça me fera des souvenirs exceptionnels. Moi, j'ai fait aussi ce métier pour vivre des aventures. Donc, je trouve que c'est une aventure supplémentaire et vraiment intéressante. La photo de sport, évidemment, c'est pas que aux abords des stades que ça se passe. La preuve en est, par exemple, avec ta collaboration avec l'apnéiste Guillaume Néry sur l'ouvrage À plein souffle. Il nous parle un peu de ce projet et de votre rencontre. On l'écoute. Je me souviens avoir rencontré Franck il y a plus d'une quinzaine d'années, donc photographe renommé de sport, mais qui commençait à s'intéresser au monde des apnéistes. Donc, il avait déjà travaillé avec 2 champions à l'époque, Pierre Frolla et Loïc Lefebvre, mais j'ai eu l'honneur d'être le 3e à passer derrière son objectif. Et je me souviens, ce qui m'avait vraiment intéressé dans son approche au départ, c'était à la fois cette capacité qu'il a pu avoir d'être là sur un jour de record, donc être là au moment T pour capter ce qu'il fallait capter d'un événement, mais à la fois en parallèle d'avoir une démarche artistique dans une composition et dans comment raconter une histoire qui allait pouvoir accompagner cet événement-là. Et donc, il y avait à la fois être capable d'être là au moment, mais aussi d'anticiper ces moments pour mettre en image des visions qu'il pouvait avoir. Et donc, on a travaillé ensuite pendant des années sur différents projets autour de la performance, mais notre dernière collaboration forte, ça a été pour réaliser notre livre chez Glénat qui s'appelle À plein souffle, qui est un projet qui est allé de pair avec le tournage du court-métrage One Breath Around the World. Et donc, l'idée, c'était de me mettre en scène dans différents endroits sous-marins insolites. Et donc là, on n'était plus sur une logique purement sportive, mais on était vraiment sur narrer une histoire, être dans un récit. Et moi, là où ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que sur chaque destination, on discutait ensemble et Franck me disait, voilà, pour cet endroit-là, j'ai une image que je voudrais ramener. Et cette image, elle était très claire dans sa tête, dans sa composition, dans sa lumière, dans l'ambiance, dans la place que j'occupais dans l'image. Et presque chaque destination, chaque reportage se justifiait pour ramener cette image. Et ce qui était assez fort, c'est qu'il a réussi à chaque fois à ramener cette image-là qui vient, qui naît de l'imaginaire, le rendre réel, et puis construire autour de toutes ces destinations tout un tas d'autres magnifiques images où je pense qu'il arrivait à laisser vivre aussi son instinct de photographe qui capte dans l'instant une lumière. Et donc une lumière ou une situation ou une certaine gestuelle de ma part. Et c'est ça que je trouve extraordinaire chez Franck, c'est cette capacité de combiner à la fois une idée et voilà, l'authenticité d'un instant capté. On sent beaucoup d'admiration chez Guillaume Néry, qui est aussi photographe, il faut le préciser. Il prend beaucoup de photos. Et en aparté, quand on a recueilli ses propos, il nous a confié à quel point il était impressionné par ta capacité à dépasser le cadre de l'événement sportif. Tout comme lui, finalement, ne recherche plus la performance quand il plonge. Il y a une certaine forme de philosophie derrière, d'esthétisme. Pour toi, c'est ça aussi, c'est raconter des histoires qui t'importent ? C'est l'essentiel pour moi.
C'est de raconter des histoires de sport. Comme je te disais tout à l'heure, vivre des aventures. Guillaume a très bien résumé. Bon, au passage, je vous dis aussi mon admiration pour l'athlète qu'il est et l'homme qu'il est. Et aussi, j'ai le privilège de pouvoir côtoyer plein de sportifs, mais jamais au quotidien, en amitié, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Mais j'ai ce privilège avec Guillaume et certains apnéistes, mais Guillaume en particulier. Et j'espère que cette collaboration durera encore longtemps. Du coup, j'en ai perdu le fil de ta question. Mais non, finalement, c'est ça, c'est raconter des histoires. Et toi raconter aussi. des histoires, voilà, c'est ce qui importe le plus chez moi. C'est au-delà de l'actualité, qui est un challenge, c'est de photographier l'histoire du jour d'un match. Ça, c'est des histoires au long cours. Ça se résume à une seule photo. Et des histoires au long cours, c'est toujours ce que c'est. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mon modèle, c'était les agences Gamma, Sigma, Sigma, quand j'étais jeune photographe, où ces gars allaient au bout du monde. Les 3, les 2, pardon, Caron, etc. Voilà, et les autres, et qui vraiment me fascinaient. Ils allaient quelque part et ramenaient 20 photos qui te racontaient une histoire. C'était le challenge, et moi, je voulais faire ça, vraiment. Et au sein du journal L'Équipe, c'est aussi ce que j'aime faire. Donc c'est pour ça que parfois je travaille plus je fais des reportages pour le magazine, où là je peux exprimer un peu cette narration d'événements ou de rencontres d'un sportif, d'un sport, d'une région, etc. Et vraiment de faire des histoires, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant pour un photographe. Moi, je vais geeker un peu, du coup. Quel type de matériel tu utilises quand tu fais des photos sous l'eau ? En apnée, d'ailleurs, précisons-le. Pas toujours. Ah, pas toujours. Ouais, alors je peux parler une minute de ça, justement. Oui. La plupart des photographes qui font des photos en apnée précisent toujours qu'ils les font en apnée, comme si c'était eux les champions d'apnée. Moi, parfois ils le sont, hein, mais Guillaume ne dit jamais ça. Mais moi, je me fiche d'être en apnée ou en bouteille. C'est mon cadre qui importe. S'il est nécessaire d'avoir des bouteilles parce que je suis à 30 mètres de fond et que c'est plus confort et que je vais mettre personne en danger si j'ai un malaise, donc que je dois mettre des bouteilles, je vais mettre des bouteilles. Je suis pas en train de me prendre pour un grand apnéiste ou un grand sportif. Moi, je suis photographe. S'il est nécessaire que j'ai un matos supplémentaire pour faire une bonne photo, je vais surtout pas me gêner. Donc ça, je referme la parenthèse. Donc je fais des photos en apnée, mais aussi en bouteille. Il se trouve qu'on en fait plus souvent en apnée parce que on est plus léger, c'est plus rapide, etc., etc. Quel matos tu utilises ? Le matos. T'es passé à l'hybride, quelle focale voilà. Donc les Canon qui coulent jamais alors ? Il n'y a jamais de problème aussi dans les caissons ? Est-ce que tu as déjà laissé tomber un appareil au fond de la mer ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, pour l'apnée, souvent il est question de voyage dans le lointain, donc je m'équipe assez légèrement. Donc il faut, pour faire de la photo sous-marine, un caisson étanche. Donc il y en a de différentes marques qui sont étanches jusqu'au moins 80, 100 mètres, etc. Je ne vais pas à ces profondeurs là, bien entendu, mais au plus il est résistant à la profondeur, si t'es pas très profond, t'es sûr que ça va pas prendre d'eau, quoi, déjà. Donc je prends cette précaution-là, et ensuite je mets les boîtiers que j'utilise au quotidien pour mon travail. C'est un EOS 1D Mark III, un EOS 1D Mark II quand c'était Mark II. Maintenant, moi, je suis passé immédiatement à l'hybride, au R5, quand il est apparu. À un moment, j'ai eu en prêt parce que je suis ambassadeur de la marque Canon, donc ils me font part de leur nouveauté. Et j'ai eu en prêt le R. Je l'ai trouvé formidable parce qu'il était petit, maniable, et c'est quelque chose que je pouvais emmener dans un sac étanche sur un bateau, en plus de mon gros boîtier dans mon caisson. Là, pour faire les photos sur le bateau, donc. Voilà, sur le bateau, des ambiances, ouais. C'est très important pour raconter une histoire.
Et donc tout de suite j'ai vu l'intérêt de l'hybride, la sécurité de l'exposition que tu vois immédiatement dans ton cadre, c'est vachement important. Enfin tu te concentres plus sur la composition de ta photo que sur la lumière. Une fois que tu as compris que tu étais en contre-jour, pas en contre-jour, et de l'image que tu allais faire, c'est quand même d'un très très grand confort. Et ça c'est valable sous l'eau aussi? C'est valable sous l'eau, oui, ça va du coup aussi vite. L'intérêt des hybrides comme le R5, c'est aussi c'est 45 millions de pixels, c'est 20 images secondes. Dernièrement, j'ai fait une série mode sous-marine. C'était important d'avoir une grosse cadence moteur parce que le cadre était assez petit où évoluaient les mannequins. C'était Guillaume d'ailleurs, et il fallait shooter très rapidement. Donc, il y a plein de choses comme ça, ces nouveautés qui t'apportent un grand confort et une sécurité et qui, au final, va faire gagner à tout le monde du temps, de l'argent et une logistique parce que tu auras travaillé plus vite, en sécurité et mieux. Dans la photo de sport, il y a aussi un aspect qui est important, c'est l'aspect photo en elle-même. Et il y a un festival qui est entièrement dédié à ce type de photographie. Ça s'appelle le Paris Sport Festival, qui est né sous l'impulsion de Gilbert Benedicto. On a rencontré Gilbert, il nous parle un peu de ce projet, de cette vision qu'il a avec ce festival et surtout de ce qu'il aimerait que ça devienne d'ici à 2024 quand la France accueillera les Jeux Olympiques. On l'écoute. Alors le festival Paris Sport Photo, eh bien, il est né sur un constat un petit peu étonnant. C'est qu'il existe un petit peu partout des festivals photo avec des thématiques tout à fait diverses, sauf que la photo de sport en était exclue. Eh bien, voilà, j'ai créé ce premier festival qui est entièrement dédié à la photo de sport. Pour 2021, le festival Paris Sport Photo donc va s'installer au Parc de la Villette à Paris du 9 au 17 octobre et Covid aura une forme allégée, mais elle présentera néanmoins les plus belles images tirées du concours international que nous avons lancé. Et pour 2022, le festival s'installera au Parc de la Villette dans une forme complète, beaucoup plus aboutie, bien entendu, et comprendra encore une fois un concours pro, et également plusieurs expositions, des rencontres entre professionnels et grand public, des soirées de production, des masterclass, enfin tout ce que l'on trouve habituellement pour nourrir des festivals dignes de ce nom. Franck, vous avez aussi un concours de photographie de sport, le prix Richard Martin, si je me rappelle bien. Totalement, qu'on a créé. Richard Martin, c'était un très très grand photographe de l'équipe et il est décédé l'année dernière et pour lui rendre hommage, on a créé ce prix Richard Martin. Donc c'est quand même un concours. On a voulu créer un concours qui était à l'image de notre métier, c'est-à-dire un concours de photos de sport professionnel. Donc on espère bien évidemment un grand nombre de participants, mais il faut quand même avoir une carte de presse professionnelle ou travailler pour un magazine, un journal, voilà, pour pouvoir y participer. Mais notre but, c'est vraiment de rendre hommage à Richard et à sa photographie qui était vraiment fabuleuse. Toi, les festivals comme Paris Sport Photo qui vont avoir lieu, qui érigent un petit peu finalement la photo de sport au rang de photographie d'art, ce qu'elle peut être aussi, ce à quoi elle peut prétendre, ça t'inspire quoi? Et je crois me souvenir, tu n'avais pas participé toi à Sportfolio, la première édition de Paris Sport Photo à Narbonne à l'époque? Si, j'ai été exposé plusieurs fois, j'ai été exposé à Paris Sport Photo également, j'ai été primé à son concours, voilà, oui, je suis partie prenante dans tous les festivals et le journal L'équipe aussi. On est souvent très partenaires pour promouvoir la photo de sport. Donc, on participe à tout ça. Voilà, nous, après, on a voulu se démarquer. Enfin, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas notre prix
Et on a créé le prix Richard Martin, et pourquoi pas à l'avenir de créer aussi un festival de photos de sport sous le nom de l'équipe. On y réfléchit pas mal. Avec François Gilles qui est le rédacteur en chef Icono. On est très sensible à vouloir développer à la fois l'image de sport, mais le nom de l'équipe autour de la photographie. Merci beaucoup Franck. Écoute, le chrono s'est emballé. On est déjà à plus d'une heure d'émission et on a fait que la moitié de ce qu'on avait prévu. J'ai encore rien dit. De ce qu'on avait prévu à la base. Donc moi, ce que je propose en fait, c'est que exceptionnellement cette semaine, on fasse un bonus avec la deuxième partie de l'émission qu'on diffusera le lendemain, vendredi. Du coup, vous pourrez découvrir le bonus avec Franck Seguin où il va nous expliquer comment se lancer dans la photo de sport. Donc on va quand même terminer cette émission aujourd'hui. On passe à la dernière rubrique, la rubrique foire aux questions. C'est désormais une coutume, toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités. Pour cela, rien de plus simple, vous utilisez notre compte Instagram puisque nous annonçons la thématique de l'émission de la semaine, le week-end qui la précède. Évidemment, Franck, on a reçu beaucoup de questions te concernant. Il y a une petite contrainte quand même à cet exercice. Tu vas voir, c'est des questions un peu existentielles. Et la difficulté pour toi, ça va être de répondre le plus simplement et le plus clairement possible en 30 secondes. Uniquement. C'est sportif. C'est sportif pour le coup. Alors, première question qui nous vient d'un dénommé Jonathan. Jonathan s'y demande si photographe de sport, c'est une bonne situation. Photographe de sport à l'équipe, c'est une très bonne situation. Je dois développer ? Ah bah t'as 30 secondes, profite-en. Ah, par question. D'accord. C'est une très bonne situation, mais comme je l'ai dit auparavant, tu gagnes très très bien ta vie, mais comme je l'ai dit auparavant, pour être photographe de sport à l'équipe, il faut au moins 10 ans d'expérience. Donc si tu fais une école photo, ça te mène jusque 20 ans, voilà, c'est pas avant 28, 30 ans. En tout cas, staffé. Mais tu peux être pigiste. Génial. Deuxième question qui nous vient d'un certain Pascal. Pascal se demande quelle est la photo de sport la plus marquante pour toi ? La photo de sport qui m'a le plus marqué, c'est celle d'Alain de Martignac, mon ex-patron, celui qui m'a aussi engagé à l'équipe. C'était sa une sur la victoire de l'équipe en Coupe du Monde de l'équipe de France en 98, qui est une image numérique où on était encore à la fois en argentique, en numérique, et il a fait cette image. Le journal s'est vendu à 1 500 000 exemplaires, et donc pour moi c'est une image hyper marquante de l'histoire de la photo de sport en France. Et de la presse aussi, parce que historiquement je pense que des chiffres comme ça de vente de papier, ça n'existera plus forcément. Non, dans l'Hexagone. Après, il y a d'autres pays où ça marche très bien, le papier. Mais... Au Japon, notamment. Voilà. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Daniel. Alors tu as déjà commencé un peu à y répondre. Daniel se demande comment faire pour intégrer la team de photographes de l'équipe. Être expérimenté, c'est-à-dire avoir pratiqué la photo de sport, soit dans une agence de moindre importance, soit de son côté, en côtoyant des sportifs, des petits clubs, s'entraîner, exercer son œil, proposer des portfolios à des rédacteurs en chef. Je ne vais pas dire que je suis disponible, mais j'en reçois, et je peux dire... On laissera ton numéro de téléphone de toute façon à la fin de l'émission. Mais mon 06. Mon adresse mail est relativement connue et je reçois souvent des propositions de portfolio, mais c'est compliqué. Le métier de photographe de sport ou pas, maintenant il faut aussi pratiquer la vidéo. Et donc ce que je conseille à tous les jeunes photographes en herbe, c'est de faire une école photo. On va gagner énormément de temps. Plutôt que d'être autodidacte. Moi j'étais autodidacte, j'ai perdu du temps au final, même si j'ai vécu des belles choses, professionnellement parlant, j'ai perdu du temps. Donc faire des études photo, c'est vraiment important. Merci beaucoup Franck.
On arrive maintenant à la fin de cette émission. Franck, c'était vraiment un plaisir de te recevoir au studio et puis de discuter avec toi de ce beau métier qui est photographe de sport. Quelle est ton actualité? Quelle est l'actualité du groupe L'Équipe? On voit ça, tout le monde la sait. Mon actualité personnelle, c'est que je suis en congé. Donc autrement j'aurais jamais eu le temps. C'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir, en fait, ça tombe bien. Ah ouais. On se dit mais comment fait-il pour être là? C'est un miracle. Voilà. Donc autrement je suis malgré tout, on est en train de réaliser, en fait, tiens, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler. On va sortir un livre. J'ai eu cette idée avec mon ami Rémi Fier, qui est un rédacteur très connu du journal L'Équipe, et François Gilles, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est en train de réaliser un livre sur les photographes et la photo à l'équipe de 1946 à nos jours. 1946 étant la date de la première parution de L'Équipe. Et donc on a eu 28 staffés entre 1946 et aujourd'hui. Et donc c'est un livre qui va réunir les photos de ces 28 staffés. C'est pas beaucoup, dis donc, 28 staffés. Ben non, mais c'est difficile d'être photographe à L'Équipe. Tu fais partie des 28 alors? Je fais partie des 28, ouais, j'ai cette chance et cet honneur. Et donc, un portrait est consacré à chaque photographe sur la manière dont il a commencé la photo et son passage à l'équipe avec ses 5 images préférées et commentées. Je pense que ça sera passionnant, ça va sortir à la fin de l'année. Et j'espère que vous serez nombreux à avoir la curiosité d'aller le voir en librairie, voire de l'acheter. Tu pourras poser des congés en fin d'année pour venir en parler à nouveau. Ouais, totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Franck, c'était un vrai plaisir. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine? Eh bien, on vient de boucler notre numéro 137 daté juillet. Alors, il sera dispo dans un premier temps uniquement en numérique avec un gros dossier sur la photo de paysage et de nature qui revient au goût du jour avec les déconfinements et le décalage progressif des heures de couvre-feu. On a aussi une sélection de festivals partout en France, donc dans toutes les villes, Lyon, Nice, dans la banlieue parisienne, vraiment partout. On aura aussi des tests avec un dinosaure, le Pentax K3 Mark III. Il y a encore des réflexes qui sortent, des logiciels, des objectifs, comme tous les mois. Merci beaucoup Benjamin. Bon bah voilà, on arrive maintenant à la fin de cette émission. Alors je le rappelle, elle est un peu spéciale. Il y aura un épisode bonus qui sortira demain du coup le vendredi 11 juin dans lequel Franck va vous donner un peu ses tips, ses trucs et astuces pour vous lancer sereinement dans la photographie de sport. On arrive aussi bientôt à la fin de la saison et la semaine prochaine, ça va être une émission exceptionnelle. On reçoit un photographe exceptionnel. On aura le plaisir et l'honneur d'être avec Sebastião Salgado pour une émission finale au coin du feu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.